Ce sera le 23 avril prochain. Les Français seront appelés à élire leur nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans. Il s'agira de la 11e élection présidentielle de la 5e République. Si on a jusqu'ici beaucoup parlé de la joute qui a départagé en une primaire les candidats de la droite et du centre, emportés finalement par François Fillon, on oublie un peu que tout bord confondu, il y a déjà plus d'une vingtaine de candidats déclarés, sans parler de la très large cohorte qui se tâte encore. Notre invité du jour, lui, est issu d'une primaire tout à fait digne de ce nom, celle qui s'est tenue le 7 novembre dernier au sein d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour monsieur. Et merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h dans notre studio de Paris, candidat à la présidentielle. Toujours avec plaisir, un matin d'hiver, frais, froid. on vous en remercie d'autant plus. Candidat à la présidentielle, je disais, mais aussi eurodéputé depuis 2009 déjà. Oui. On va parler de l'Europe avec vous. Et peut-être commençons, si vous êtes d'accord, par l'actualité du jour, qui est encore celle-là, c'est celle de l'Allemagne. On en parle encore beaucoup. Cette Allemagne, ces événements tragiques, cet attentat qui est le pire qu'ait connu le pays, ce camion qui a foncé dans la foule avant-hier soir, qu'est-ce que ça vous inspire, notamment peut-être que les Allemands se sont montrés particulièrement généreux en matière d'accueil des migrants. On entend déjà ces critiques-là qui pointent déjà Madame Merkel. Comment vous voyez la situation ? D'abord, évidemment, beaucoup de compassion, d'empathie, de solidarité avec les Berlinois. Quand on est européen convaincu, quand on est internationaliste convaincu, tout attentat, que ce soit dans la rue où j'habite ou de l'autre côté de la planète, est une horreur absolue. Et malheureusement, heureusement, on n'arrive pas à s'habituer à la banalité du mal qu'on voit tous les jours autour des attentats, autour des guerres. Mais je trouve proprement scandaleux le procès qui est fait à Madame Merkel sur la question des réfugiés. Nous sommes en Europe et ailleurs victimes de beaucoup d'attentats ces dernières années. La plupart, ce sont, pour la France, c'était des Français qui étaient des terroristes. On a vu les attentats en Belgique, on a vu les attentats ailleurs. Et d'un seul coup, ce serait la faute des réfugiés qui sont d'abord des survivants d'attentats terroristes, quand il s'agit de Daesh ou de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, quand il s'agit des Syriens bombardés par Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Donc, on ne connaît pas l'auteur de l'attentat, toujours pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure, évidemment, que des terroristes se soient infiltrés parmi le plus d'1 million 300 000 réfugiés en Allemagne. Mais faisons attention parce que le terreau qui permet à des barbares de recruter d'autres barbares pour faire des attentats terroristes, c'est le malheur du monde, c'est les camps de réfugiés où il n'y a pas de perspective. Donc notre responsabilité doit rester, et Madame Merkel l'a rappelé à la raison, de réduire la misère du monde, d'accueillir les réfugiés quand ce sont des survivants et de tenter au mieux de les intégrer pour évidemment éviter que toutes les dérives et que naissent dans cette horreur d'autres barbares. Effectivement, ce ne sont pas les migrants qui, stricto sensu, sont des djihadistes, mais les canaux de la migration qui sont pervertis et utilisés par certains djihadistes. C'est ce qu'on disait d'ailleurs hier matin sur cette antenne. Yannick Jadot... Vous avez raison, si on a des camps de réfugiés, il y en a plus de 2 millions en Turquie, 1 million au Liban, un peu moins d'1 million en Jordanie, si on n'ouvre pas des perspectives à la fois de paix en Syrie, évidemment, mais pour ces réfugiés, ce seront à un moment donné, avec un tel désespoir, de telles conditions de vie, ce sera le ferment de quelques terroristes, à n'en pas douter. Donc accueillir, assumer notre part de responsabilité dans l'accueil des réfugiés en Europe, c'est aussi une façon de réduire cette désespérance et de réduire toutes les dérives. On entendait tout à l'heure l'historien Étienne François qui est à Berlin et qui comparait les réactions allemandes et françaises suite aux attentats. Alors évidemment, les Allemands sont entrés dans ce monde de l'attentat avant-hier avec cet attentat de Berlin. Il n'y a pas eu autant de morts qu'en France. Cela dit, la réaction allemande ne semblait pas être tout à fait la même. Plus de résilience en Allemagne. Évidemment que c'est un pays qui a un autre passé que la France. Du côté de la France, est-ce que ce qui se passe en Allemagne peut-être résonne ? Est-ce que c'est une occasion
de justifier encore le maintien de l'état d'urgence, en tout cas jusqu'au mois de juillet prochain? Qu'en dites-vous, Yannick Jadot? Tous les experts qui travaillent sur les questions de terrorisme, tout le travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat démontre que l'état d'urgence n'est plus aujourd'hui un outil efficace dans la lutte contre le terrorisme. Il a pu l'être dans les premières semaines. Le problème qu'on a, c'est que dans ce moment, évidemment, où tout le monde est très déstabilisé, avoir un discours de sérénité, de responsabilité, d'efficacité sur les bons outils qui nous permettent de lutter efficacement contre le terrorisme devient très difficile. Et évidemment, on est en période électorale. Il vous a pas échappé notamment qu'après l'attentat de Nice, qui était déjà un camion en France, il y a eu une énorme surenchère au niveau politique en France, une surenchère totalement irresponsable, qui conduit parfois d'ailleurs à détourner les moyens de sécurité, de renseignement et d'intervention, plus pour satisfaire cette surenchère que pour être efficace en matière de terrorisme. Moi, ce que j'avais proposé après l'attentat de Nice, c'était que le président de la République, François Hollande, installe un comité national de lutte contre le terrorisme qui associerait l'ensemble des responsables politiques, enfin les patrons de partis, les patrons de groupes parlementaires, et puis évidemment l'ensemble des services et des experts, pour que ensemble, collectivement, nous trouvions les moyens à la fois de rassurer les Françaises et les Français, de dire notre engagement collectif, notre responsabilité collective à assurer évidemment au maximum leur protection, mais qui nous permettrait collectivement d'affecter les moyens que nous avons de la manière la plus efficace dans la lutte contre le terrorisme et non pas dans une surenchère politicienne qui parfois est proprement indigne des enjeux de sécurité. Alors revenons peut-être à la source aussi de ce qu'on a sous les yeux là. C'est évidemment la guerre en Syrie. Vous avez il y a peu de temps avec l'essayiste Raphaël Glucksmann lancé un appel à davantage d'humanisme, davantage d'universalisme en lien avec Alep qui, dites-vous, crève sous nos yeux dans l'indifférence générale. Yannick Jadot, qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour rompre cette indifférence? On a un problème collectif, je crois aujourd'hui, d'indifférence par rapport à la banalisation du mal. C'est vrai que ça nous tombe sur la tête le matin, le midi et le soir. Ça vient de l'ensemble de la planète. Et au moment où finalement l'information est aussi rapide, nous permet d'être quasiment en direct des massacres. Finalement, il y a une sorte peut-être de saturation. Je ne pense pas que ce soit de l'indifférence, mais de saturation. Il faudrait donner moins d'informations. Vous adressez à un média suisse romand en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on devrait faire sur ce plan-là? Non, c'est pas moins d'informations, mais c'est peut-être d'arriver à décrypter. Et je sais que vous le faites. Donc, quand on écoute, y compris l'interview de l'intervenant précédent, donc vous essayez de décrypter. Ça, c'est extrêmement important. Mais, voyez, vous avez des images de République démocratique du Congo. Vous prenez le Gabon, la Gambie et la RDC où des présidents ne veulent pas partir. Vous avez des choses, des attentats. Vous avez la guerre en Syrie. Vous avez c'est le monde d'aujourd'hui. Une guerre dont on parle peu, qui est au Yémen. Et on a du mal à construire une cohérence de l'action extérieure, de la diplomatie et de la géopolitique qui nous permettrait de réduire progressivement, on sait que ça va être long, mais de réduire progressivement ces sources de tension. Alors, sur la question de la Syrie, dans la tribune que vous mentionnez avec Raphaël Glucksmann, on tape avec force sur Vladimir Poutine, parce que c'est vrai que on sait que chaque bombe au phosphore lancée sur les enfants, les femmes et les hommes à Alep-Est était signée Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, avec le soutien de l'Iran ou du Hezbollah, et que Vladimir Poutine, à partir du moment où il détient les clés des massacres ou du cessez-le-feu en Syrie, notre responsabilité, c'est de trouver quel rapport de force on peut construire avec Vladimir Poutine, parce qu'il n'y a que ça qu'il comprend, qui lui impose une négociation, qui lui impose et c'est vrai que pour nous, c'est de sanctionner
les oligarques du système poutinien, non pas de sanctionner les Russes, qui sont aussi victimes de Vladimir Poutine. On sait le sort qu'il réserve aux opposants, on sait le sort qu'il réserve aux journalistes. Il y a dans votre bureau à Paris une affiche en hommage à Anna Politkovskaya. Oui. Donc on sait ce qu'est ce régime, on sait ce qu'il a fait en Tchétchénie, on sait ce qu'il a fait en Ukraine. On sait aussi qu'il est la clé et qu'on ne peut pas faire sans lui. Oui. Et donc, on ne peut pas faire sans lui, mais c'est pas simplement en discutant avec lui, parce qu'on sait que tant qu'on discute avec lui et qu'on n'impose pas un rapport de force, il ne bouge pas, il continue à massacrer. Donc l'enjeu, c'est de le toucher au cœur du système poutinien, qui est l'argent et la corruption. Donc d'établir en Europe ce qu'on appelle une liste Magnitsky, c'était l'avocat russe qui avait été tué et qui permet d'interdire de territoire, de geler les avoirs, les biens immobiliers de toute l'oligarchie russe en Europe. Parce que c'est ça, au fond, qui les anime. Et puis, d'envisager le boycott de la Coupe du Monde en Russie. Vous imaginez vous-même commenter un match Suisse-France à Moscou pendant que la Russie bombarde des femmes et des enfants et des hommes en Syrie. Donc, il faut déplacer cette Coupe du Monde. Il faut toucher Poutine au porte-monnaie, parce que c'est ça qui fait fonctionner cette oligarchie, et à l'orgueil. Et c'est comme ça qu'on imposera un rapport de force pour que Poutine cesse d'être le boucher d'Alep et d'une partie de la Syrie. C'est l'eurodéputé qui s'exprime ou c'est le candidat à la présidentielle, Yannick Jadot? Imaginons que vous soyez élu président de la France au mois de mai 2017. Vous êtes candidat, donc c'est une éventualité. Vous refuseriez de serrer la main de Vladimir Poutine. Vous lui diriez tout ça en face, ce que vous venez de nous dire là aujourd'hui? Mais bien sûr, si vous voulez, la question n'est pas d'arrêter de discuter avec Vladimir Poutine, il est de le faire dans de bonnes conditions. Vladimir Poutine, pour rappel, a annexé la Crimée. Il continue à y avoir une guerre en Ukraine. C'est aux portes de l'Union européenne, c'est en Europe. Et donc, on sait que si on n'établit pas un rapport de force avec la Russie aujourd'hui, la question n'est pas de couper tous les ponts avec la Russie. La Russie est une puissance aujourd'hui avec laquelle il faut discuter, mais il faut discuter dans un rapport de force qui nous permet de faire valoir un certain nombre de valeurs, qui nous permet de faire valoir notre dessein, que l'humanité devienne démocratique, que les libertés publiques soient respectées. Mais ça veut dire aussi, pour l'Union européenne, à la fois d'avoir cette politique étrangère qui lui manque, d'avoir une politique de défense qui lui manque, mais aussi, et c'est en lien très fortement avec ce que nous portons pour l'écologie, quand on porte l'autonomie énergétique de l'Europe, une Europe qui va vers les énergies renouvelables, qui économise l'énergie, c'est réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz russe, c'est réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole, des pétromonarchies du Golfe qui exportent une vision fascisante de la religion, de notre uranium vis-à-vis du Niger, ou de notre pétrole vis-à-vis du Gabon, où nous sommes complaisants aussi par rapport au coup d'État d'Ali Bongo. Donc, changer nos politiques, que ce soit en matière énergétique, en matière diplomatique, ça modifie la géopolitique et ça nous permet d'imposer un nouveau rapport de force qui soit plus en lien avec nos valeurs. On comprend très bien ce que vous prônez en matière de géopolitique, en matière d'environnement. On sait aussi que vous êtes très opposé aux traités de commerciaux internationaux tels que les TAFTA et autres CETA. On en a beaucoup débattu sur cette antenne. Pourquoi être candidat à la présidentielle? Pour vous offrir ou qu'on vous offre cette tribune-là pour dire les choses aussi haut et fort? Parce qu'au fond, c'est une galère, la présidentielle. Il faut d'abord commencer par réunir ces fameuses 500 signatures. Il faut se lever tôt le matin. Aller parler à des radios étrasgères à 7h30, Yannick Jadot. Qu'allez-vous faire c'est pas l'étranger, vous savez, pour la France. On aime bien vous entendre. Qu'allez-vous faire dans cette galère? Mais vous voyez bien que vous êtes des observateurs avertis de la politique française. Ce pays qui regorge d'immenses richesses en matière de talent, en matière d'innovation, en matière de potentiellement de vision universelle de la démocratie, de l'état de droit, qui
qui innove dans les Alpes, juste à côté de chez vous, sur le photovoltaïque, qui construit dans les quartiers de nouvelles types de solidarité, qui a cette capacité à potentiellement, si on se mettait à le vouloir vraiment, à faire de l'Europe justement le pilier d'une nouvelle coopération internationale au moment où Poutine et Trump sont sur le chacun pour soi et le refus d'une société de la diversité et de la pluralité. On voit ce pays qui a d'incroyables richesses sombrer dans la déprime, passer son temps à regarder dans le rétroviseur d'une société avec Fillon qui est une sorte de ressucé du thatchérisme et d'un ordre moral des années 50. Les socialistes qui ne cessent de régler leurs comptes sur ce quinquennat raté, On va y venir, oui. qui fantasment d'une certaine façon, le retour aux 30 Glorieuses. Moi, je proposais un projet positif aux Françaises et aux Français. Je veux les réconcilier avec la politique. Le vote, ça peut pas être simplement voter par défaut. Ça peut pas être de subir l'injonction de toujours choisir le moins pire pour éviter le pire. On a vu aux États-Unis ce que ça a donné. Madame Clinton, qui était censée être la candidate anti-Trump, était surtout finalement pour les Américains la candidate du renoncement sur la lutte contre les inégalités, pour la diversité, contre les discriminations et pour l'environnement. Ce genre de discours a fait élire M. Trump. C'est ce renoncement qu'a fait élire M. Trump. M. Trump n'a pas fait plus de voix que Romney il y a 5 ans. C'est Mme Clinton qui a perdu 7 à 8 millions de voix par rapport à Barack Obama. Et donc, on est dans des sociétés qui se polarisent énormément et qui potentiellement basculent d'un côté ou de l'autre. Quand on est dans le renoncement, quand on choisit toujours cette volonté du moins pire par rapport au pire, le pire peut arriver. Et moi, ce que j'ai vu en Autriche, et vous l'avez vu avec nous, c'est que Van der Bellen, il n'a pas fait campagne pendant 6 mois contre Hofer et l'extrême droite. Il a dit l'Autriche doit rester une société ouverte, une société pro-européenne, une société écologique. Susciter de l'adhésion. C'est en ayant un discours positif qu'il a gagné. Ouais. C'est en ayant un discours qui se projette dans l'avenir qu'il a gagné. Et moi, je veux que les Françaises et les Français retrouvent confiance. On peut, si on s'y met ensemble, si on se retrousse les manches, on peut sortir de la crise écologique. On peut réduire les inégalités. On peut revitaliser notre démocratie et on peut se projeter de nouveau sur l'Europe et sur le monde plutôt que nous replier sur nous-mêmes. Yannick Jadot, c'est le jeu de l'invité du journal. On parcourt quelques sujets de presse, mais qui nous ramènent toujours à la thématique et on les commente ensuite. On a, ça va vous intéresser, dans le journal Le Temps ce matin, quotidien édité à Lausanne, Valérie Droux, l'interview de Vincent Payon dans son sillon, notamment prof à l'université de Neuchâtel. Oui, le désormais candidat à la primaire de la gauche pour la présidentielle française était depuis 2014 professeur invité à la petite université de Neuchâtel, philosophie et sciences politiques, après donc son passage au gouvernement français. Alors qu'en déduire, se demande le journal? Une approche surtout, il s'est immergé dans la réalité de la recherche universitaire et dans celle d'un pays voisin, apprécié de ses étudiants. Ceux-ci le verraient néanmoins plutôt comme un ambassadeur qu'un présidentiable. Auprès de ses collègues, il donnait l'impression d'accepter la distance qui s'était installée avec le microcosme politique français. Il voit son engagement comme celui du socialisme moral. Mais, conclut le journaliste, il lui manque encore un thème fort pour sa campagne. Dommage, car son sillon politique, on y revient, centré sur la nécessité de refondation d'un discours de gauche européen, est l'enjeu majeur de son camp politique au-delà de mai 2017. Alors, beaucoup de candidatures pour cette primaire de la gauche qui aura lieu au mois de janvier. Que pensez-vous de la candidature de M. Payon, Yannick Jadot ? Vincent Payon est un collègue du Parlement européen que je vois quand même de temps en temps. Quand il n'est pas à Neuchâtel. C'est quelqu'un d'intelligent, incontestablement, qui est un vrai pro-européen et c'est important dans ce moment. Voilà, on ne va pas se cacher. Là, sa candidature est un peu une surprise au regard de la distance qu'il avait prise par rapport à la politique et à son nouveau... Qu'est-ce que ça signifie ? Il n'a aucune chance, il y va pourquoi ? J'en sais rien. Vous savez, les sondages ont montré sur les différentes primaires que les résultats n'étaient pas forcément ceux attendus.
vu. Il est soutenu par les, si vous voulez, ceux qui sont qui étaient autour de François Hollande, enfin en tout cas une partie, ce qu'on appelle aussi les aubristes, les gens qui sont autour de Martine Aubry. Je crois qu'il se joue beaucoup dans cette primaire socialiste, qui est quand même essentiellement un règlement de compte entre anciens ministres du gouvernement. Il se joue beaucoup, je crois, malheureusement, moins l'avenir de la France et de l'Europe que de qui aura les clés du camion du Parti socialiste après 2017. Oui. C'est une primaire interne pour régler leurs comptes. Bien sûr. On voit bien d'ailleurs qu'il y a d'énormes différences politiques entre un Manuel Valls et un Montebourg ou un Hamon ou un Peillon. Mais ils ont quand même quelque chose largement ensemble, s'ils ont des différences sur l'économie et le social, c'est que l'écologie les intéresse vraiment pas beaucoup. Ils sont quand même collectivement pour le nucléaire au moment où le monde est en train de choisir les énergies renouvelables. Ils sont pour le diesel au moment où à Paris, dans la vallée du Rhône ou dans les Alpes et ailleurs, on suffoque de la pollution de l'air. Ils sont pour Notre-Dame-des-Landes. Ils sont pour le Lyon-Turin, dont vous avez aussi régulièrement entendu parler. Donc c'est quand même un monde pour les écologistes. Je trouve ça bien qu'il primaire. Hein. Moi, j'aime bien ce système-là. Je trouve qu'il permet d'avoir un débat devant les Françaises et les Français. On verra comment il sera tranché. Mais c'est la primaire socialiste. Et moi, je suis écologiste, je suis pas socialiste. Un dernier sujet. Un Européen contre l'Europe. Chronique dans Le Temps qui s'interroge sur les recettes pour soigner l'Union européenne proposées par le diplomate et ancien ministre que vous connaissez bien, j'imagine aussi, Hubert Védrine. Le journaliste Alain Campiotti le dit d'emblée, les docteurs au chevet de l'Union européenne malade ont les mains sales. Et Hubert Védrine en est un exemple. Dans son dernier ouvrage, Sauver l'Europe, il s'en prend aux élites européennes. Pour Hubert Védrine, le diable est à Bruxelles, produisant interminablement des réglementations abusives et intrusives. Il accuse les élites. Eh bien, le chroniqueur rappelle qu'il a été conseiller diplomatique de François Mitterrand, secrétaire général de sa présidence et ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. L'Union européenne, avec d'autres, il en a été l'architecte. Et ce qu'il propose maintenant, une nouvelle orientation, rendre aux États des compétences naguère attribuées à l'Union, autrement dit, détricoter cette Union. Le patient survivra-t-il ? Conclut la chronique. Que dirait le docteur Yannick Jadot sur cette question-là ? Je crois que votre éditorialiste dit très bien les choses. Hubert Védrine a été trop longtemps un acteur de l'Europe pour ne pas jouer à ce jeu totalement délétère de considérer que la faute est à Bruxelles. Vous savez, c'est exactement l'argument qu'utilise Trump par rapport à Washington. Quand on voit l'échec, par exemple, sur les questions migratoires ou sur la question des réfugiés, c'est exactement l'Europe que promeut Hubert Védrine, c'est-à-dire l'Europe des États repliés sur eux-mêmes, l'Europe des égoïsmes nationaux, l'Europe des États qui ne veulent pas mettre en commun une souveraineté, la partager pour se confronter, affronter les défis du XXIe siècle, du dérèglement climatique aux paradis fiscaux en passant par les enjeux migratoires ou de terrorisme. Moi, je viens de publier une tribune qui n'est pas dans un journal suisse, qui est dans un journal français, Libération, qui est de dire l'euro doit devenir un droit fondamental. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est un enjeu essentiel de structuration de notre économie, de nos sociétés, nos démocraties, l'euro ne peut pas être laissé entre les mains de personnes comme Hubert Védrine ou Wolfgang Schäuble en Allemagne, faire une pression quasi sadique sur les Grecs pour qu'ils se détournent de l'euro alors qu'ils veulent le conserver. La gestion de l'Eurogroupe, par exemple, doit être faite sous contrôle démocratique des citoyens européens, d'un parlement de la zone euro. Et c'est aussi comme ça, en rendant l'Europe plus solidaire, en rendant l'Europe qui investit, une Europe plus fraternelle et plus humaniste, qu'on sauvera le projet européen. Ça n'est certainement pas en la remettant dans les mains des États-nations qui aujourd'hui se replient sur eux-mêmes et qui conduisent à une négociation, on l'a vu ces dernières années, entre Cameron, un Hollande totalement absent de l'Europe, un Orban ou dans la réalité un Kaczynski qui dirige la Pologne. Un vrai programme de rupture. On aurait aimé parler de beaucoup d'autres sujets encore avec vous, mais les contingences de la radio sont telles qu'on doit se quitter déjà maintenant, on est en retard. Pardon Yannick Jadot, pardon Esther Coco qui avait préparé des sujets alémaniques. Merci infiniment à vous Yannick Jadot. On vous réinvitera d'ici le mois de mai si vous êtes d'accord de venir à 7h30 à la radio suisse. Excellente journée. Au printemps, il fait meilleur. Je confirme.